Cela s'est passé au mariage de ma cousine Émilie par un chute d'après-midi de samedi, juste à la sortie de Columbus, dans l'Ohio. La cérémonie avait lieu dans une ancienne ferme équestre rénovée, transformée en l'un de ces lieux de mariage rustiques que tout le monde semblait adorer de nos jours. Une grange blanche, des guirlandes lumineuses, des bocaux maçonnes remplis de fleurs sauvages et assez de desserts faits maison pour nourrir tout le comté. J'ai failli ne pas y aller. Émilie m'avait supplié pendant des semaines. « S'il te plaît, viens », m'avait-elle dit au téléphone. C'est la famille. Et puis, tu ne devrais pas avoir à manquer des moments importants à cause de lui. Elle parlait de Mark, mon ex-mari. Nous étions divorcés depuis 5 ans, mais Columbus n'est pas une très grande ville quand on y vit depuis assez longtemps. Les mêmes personnes assistaient aux mêmes dîners de charité, déjeuners d'affaires, collecte de fonds de l'église et mariage. Mark connaissait le marié par l'intermédiaire d'une association commerciale locale. Je savais qu'il y avait une chance que nous nous croisions. Daniel m'avait serré la main avant que nous ne quittions la maison cet après-midi-là. « Tu n'as rien à prouver aujourd'hui », m'avait-il dit tout en aidant Sophie à boucler ses petites sandales blanches. « Si tu te sens mal à l'aise, nous partons. » C'était tout à fait Daniel. Il n'essayait jamais de régler mes sentiments à ma place. Il se contentait de leur faire de la place. « Ça va aller », avais-je répondu, et je le croyais. Du moins, jusqu'à ce que j'entre seul dans la salle de réception. Daniel avait emmené Sophie chercher les toilettes après notre trajet en voiture, je me suis donc dirigé vers la table d'accueil pour signer le livre d'or. J'avais à peine écrit mon nom que j'ai entendu une voix familière. Laura. Je me suis retourné. Il était là. Mark n'avait pas autant changé qu'il le pensait probablement. Il portait toujours des costumes sur mesure coûteux, se tenait toujours avec l'assurance d'un homme convaincu que la vie avait récompensé chacune des décisions qu'il avait prises. Debout à ses côtés se tenait Kristen, la femme qui avait été ma plus proche amie, celle qui s'était lentement immiscée dans mon mariage tout en prétendant me réconforter durant mes jours les plus difficiles. Kristen portait une robe en soie bleu marine avec un collier de perles que je ne lui avais jamais vu auparavant. Elle souriait poliment, comme si nous étions de vieilles voisines qui s'étaient simplement perdues de vue. Mark m'a toisé du regard. « Tu es jolie », a-t-il dit avec un petit sourire. Mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai souri poliment. « Tu es exactement le même. » Il a ricané. « Je prends ça pour un compliment. » Bien sûr. Mark n'avait toujours entendu que ce qu'il voulait entendre. Il a passé la minute suivante à me raconter sa vie sans que je ne lui demande rien. Kristen et lui avaient rénové leur maison. Ils rentraient tout juste de Scottsdale. Ils envisageaient d'acheter un bateau l'été prochain. Chaque phrase ressemblait moins à une conversation qu'à une représentation théâtrale. Puis il s'est penché plus près. Il a dit doucement, « Te quitter a été la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. » Je l'ai regardé pendant un long moment. Il y a 5 ans, cette phrase m'aurait brisé. À présent, je voyais simplement un homme qui avait encore besoin de croire que j'avais perdu. « J'espère que le fait de croire cela te rend heureux », ai-je dit. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai entendu de petits pas courir à toute vitesse sur la piste de danse. « Maman !» Je me suis retourné juste au moment où Sophie se jetait dans mes bras. J'ai ri et je l'ai rattrapée avant qu'elle ne nous fasse basculer toutes les deux. « Te voilà !» ai-je dit en embrassant le sommet de sa tête. « Nous t'avons cherché partout. » Puis une autre voix s'est fait entendre derrière moi. On dirait que quelqu'un s'est échappé. Daniel s'est approché de nous avec un sourire amusé. Sophie a immédiatement tendu ses 2 mains vers lui. « Papa !» Il l'a soulevé sans effort dans ses bras et a embrassé son front. « Te voilà, ma puce. » C'est seulement à ce moment-là que Daniel a regardé Mark. Son expression est restée calme. « Mark », a-t-il dit. « Ça fait longtemps. » Le visage de Mark s'est vidé de son sang. Ses yeux sont passés de Daniel à Sophie, puis sont revenus vers moi. Il fixait les yeux de ma fille, son sourire, la petite fossette sur sa joue gauche. Finalement, sa voix est sortie plus rauque que je ne l'avais jamais entendue. « Laura », a-t-il dit en avalant sa salive. « Quel âge a-t-elle » J'ai croisé son regard. « 4 ans. » Mark n'a pas répondu. Il en était incapable. Ses yeux sont restés fixés sur Sophie tandis que Daniel l'emportait vers la table des enfants, où de petits cahiers d'activités en papier et de petites boîtes de crayons de couleur avaient été disposés à côté des couverts.
Sophie riait parce que Daniel prétendait que son lapin en peluche l'aidait à choisir la bonne chaise. C'était un moment si ordinaire. Et, d'une certaine manière, je pense que c'est ce qui a fait le plus de mal à Marc. Il ne regardait pas l'enfant d'un inconnu. Il regardait un autre homme vivre la vie qu'il avait lui-même rejetée autrefois. Kristen a fini par lui toucher le bras. Marc. Il a à peine réagi. Laura, a-t-il répété à voix basse. Elle a 4 ans. 4 ans et 3 mois, ai-je répondu. Ses lèvres se sont entr'ouvertes alors qu'il comptait silencieusement à rebours dans sa tête. Je pouvais presque voir le calendrier défiler dans son esprit. Le mariage, la liaison, le divorce, l'échographie, le jour où je lui avais annoncé ma grossesse. Tout lui retombait dessus d'un coup. L'expression de Kristen a changé elle aussi. Elle a regardé de moi à Sophie, puis de nouveau vers Marc. Pour la première fois depuis que je les voyais ensemble, elle avait l'air sincèrement mal à l'aise. Aucun d'eux n'a prononcé un mot. Émilie est soudainement apparue, sauvant tout le monde d'un autre instant de gêne. « Vous voilà » a-t-elle dit en m'enlaçant prudemment. « Je vous ai cherché partout. Grand-mère n'arrête pas de demander quand tu amènes Sophie pour la présenter à tout le monde. » Sophie a fait un grand signe de la main. « J'arrive. » Daniel a souri. « Nous arrivons tout de suite. » Émilie a salué poliment Marc avant de nous guider vers les tables de la famille. Tandis que nous nous éloignions, je sentais encore le regard de Marc peser sur nous. Je ne me suis pas retourné. 5 ans plus tôt, je l'aurais fait. À l'époque, j'évaluais ma propre valeur au fait qu'il me regarde encore ou non. Ces jours-là étaient bels et bien révolus. Regarder Sophie rire avec mes cousins a réveillé des souvenirs que j'avais passé des années à essayer de ranger dans de petites boîtes bien ordonnées. Les gens imaginent souvent que les mariages s'effondrent en un seul jour terrible. Le mien ne s'est pas effondré ainsi. Il s'est éteint petit à petit. Quand Marc et moi nous sommes mariés, nous n'étions pas riches. Nous avions acheté une maison de plain-pied modeste à Worthington, juste au nord de Columbus. Les placards de la cuisine étaient démodés. La chaudière faisait le bruit d'un vieux pick-up chaque hiver. Notre allée avait besoin d'un enduit de protection presque chaque été. Mais nous en étions fiers. Nous avions peint chaque pièce nous-mêmes. Nous passions nos samedis matins chez l'OS à débattre des couleurs de peinture. Les dimanches après-midi se terminaient généralement par des burgers sur notre petite terrasse arrière pendant que nos voisins se plaignaient du climat de l'Ohio. En y repensant aujourd'hui, ces années semblent presque paisibles. Marc n'a pas toujours été cruel. C'est probablement la vérité la plus difficile à expliquer. S'il avait été horrible dès le début, partir aurait été facile. Au lieu de cela, il est lentement devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Ses heures de travail se sont allongées. Son téléphone n'était jamais loin de sa main. Il a commencé à le verrouiller. Il critiquait de petites choses qui n'avaient jamais eu d'importance auparavant. Tu dépenses trop chez Kroger. Tu devrais faire plus d'exercice. Pourquoi le dîner n'est-il pas prêt quand je rentre? Chaque remarque prise isolément semblait minime. Ensemble, elles ont discrètement modifié l'atmosphère au sein de notre foyer. À peu près à la même époque, Kristen est devenue ma plus grande source de réconfort. Oui, nous étions rencontrés des années plus tôt lors d'un cours de comptabilité à l'université publique locale. Elle venait me voir presque chaque semaine. Parfois elle apportait de la soupe, parfois du café, parfois elle s'asseyait simplement à côté de moi sur le porche pendant que je pleurais parce que je ne comprenais pas ce qui arrivait à mon mariage. Elle me serrait la main et me disait « Tu mérites tellement mieux ». Je la croyais. Pourquoi en aurait-il été autrement? C'était ma meilleure amie. L'idée qu'elle puisse coucher avec mon mari ne m'a pas traversé l'esprit une seule fois. En y repensant aujourd'hui, je me demande parfois si c'est la partie la plus cruelle de la trahison, elle vient rarement d'une personne que vous surveillez de près. Elle vient de celle que vous avez déjà classée comme sûre. Au cours de l'après-midi, lors de la réception de mariage, j'ai observé Kristen debout à l'autre bout de la pièce, une coupe de champagne à la main. Elle a croisé mon regard pendant une fraction de seconde. Ni l'une ni l'autre n'avons souri. Aucune de nous n'en avait besoin. Nous nous rappelions exactement comment cette histoire avait commencé. Kristen et moi nous tenions de chaque côté de la salle de réception, séparés par à peine une dizaine de mètres et près de 20 ans d'histoire commune. Elle a détourné les yeux la première. Je n'en ai pas été surprise.
Les personnes qui vous trahissent aiment rarement vous regarder dans les yeux une fois que le temps a passé. Le mari d'Émilie a tapoté sur un verre pour souhaiter la bienvenue à tout le monde avant le dîner. Les invités ont trouvé leur place. Les serveurs ont apporté les salades et les conversations ont lentement repris dans la pièce. Daniel s'est penché vers moi. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Oui, maintenant ça va. » Il m'a serré la main sous la table. Ce simple geste m'a rappelé à quel point la bienveillance était différente du contrôle. Marc me tenait la main parce qu'il voulait que les gens nous voient ensemble. Daniel la tenait parce qu'il savait que j'étais nerveuse. Il y avait un monde de différence. Tandis que les discours se poursuivaient, mes pensées ont dérivé vers la dernière année de mon mariage. Pendant près de 18 ans, j'avais cru que Marc et moi construisions une vie ordinaire et heureuse. Rien d'extravagant, juste deux personnes vieillissant ensemble. Nous payions notre prêt à temps. Nous fêtions nos anniversaires dans le même restaurant italien du quartier. Chaque Noël, nous faisions la route pour voir les familles des deux côtés au cours d'un week-end épuisant, car aucune de nos mères ne voulait faire la fête le même jour. Ce n'était pas prestigieux, c'était simplement la vie. Puis quelque chose a changé. Marc a commencé à rentrer de plus en plus tard. Au début, il y avait toujours une raison, un dîner avec un client, une réunion prolongée, un problème de fournisseur. Finalement, les explications se sont raccourcies, j'ai du travail. Ne m'attends pas, je mangerai dehors. Son téléphone ne quittait jamais sa poche. S'il sonnait alors qu'il était sous la douche, il se précipitait dehors enveloppé dans une serviette juste pour vérifier l'écran. Un soir, j'ai voulu prendre son téléphone parce que sa maman appelait. Il me l'a presque arraché des mains. Je m'en occupe. C'était la première fois que je me souviens m'être senti comme une étrangère au sein de mon propre mariage. À ce moment-là, Kristen est devenue encore plus présente dans ma vie. Elle passait après le travail en apportant des plats à emporter de Panera ou de la soupe qu'elle avait faite elle-même. Elle m'écoutait pleurer. Elle me prenait dans ses bras. Elle me disait que rien de tout cela n'était de ma faute. Parfois, elle disait même, si Marc ne se rend pas compte de la chance qu'il a, c'est un idiot. Je croyais chacun de ces mots. Un jeudi pluvieux, j'étais en train de suspendre la veste de Marc dans le placard lorsqu'un reçu plié a glissé de sa poche. Il provenait d'un hôtel-boutique du centre-ville de Columbus. 2 clients, une chambre, 3 nuits plus tôt. C'est la date qui m'a frappé en premier, il m'avait dit qu'il assistait à une conférence de 2 jours à Cleveland. En réalité, il n'avait jamais quitté la ville. J'ai attendu qu'il rentre à la maison. J'ai posé le reçu sur le comptoir de la cuisine sans dire un mot. Il l'a fixé pendant plusieurs secondes. Puis il a soupiré, non pas de culpabilité, mais d'agacement. Je me demandais quand j'avais bien pu oublier ça là. J'attendais des excuses. Elles ne sont jamais venues. Alors j'ai chuchoté, « Qui est-ce » Avant que Marc ne puisse répondre, des phares ont balayé la fenêtre avant. Une voiture s'est garée dans notre allée. La porte d'entrée s'est ouverte sans que l'on frappe. Kristen est entrée. Elle m'a regardé, des larmes se formant déjà dans ses yeux. « Je suis désolé. » Ce furent les premiers mots sortis de sa bouche. Marc n'a même pas semblé surpris de la voir arriver. Il m'a simplement regardé et a dit calmement, « Je ne suis plus heureux depuis des années. » Mes genoux ont failli fléchir. Kristen s'est avancée vers moi comme si elle avait le moindre droit de me réconforter. J'ai reculé d'un pas. Depuis combien de temps? Aucun d'eux n'a répondu immédiatement. Depuis assez longtemps. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Marc a fini par prendre la parole, « Je veux divorcer. » Elle n'y avait pas d'autre femme cachée quelque part. Elle se tenait là, dans mon salon, en tenant le sac à main que je l'avais aidé à choisir 3 mois plus tôt. Le silence qui a suivi n'a duré qu'1 minute. Il a changé le reste de ma vie. 2 semaines après le départ de Marc avec Kristen, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais 41 ans. Pendant des années, les médecins nous avaient doucement prévenus qu'avoir des enfants par des voies naturelles risquait de ne pas se produire. Nous avions arrêté de parler de prénoms de bébé. Nous avions discrètement rangé ce rêve dans un coin où aucun de nous ne voulait retourner. Puis, juste après l'effondrement de mon mariage, la vie m'a offert 3 lignes roses. Je n'ai pas cru le premier test de grossesse, j'ai donc conduit jusqu'au CVS sur Sawmill Road et en ai acheté 2 autres. Quand ils se sont révélés positifs eux aussi,
je suis restée assise dans ma voiture pendant près de 20 minutes avec la climatisation en marche, à fixer les petits bâtonnets en plastique posés sur le siège passager. Je ne souriais pas, je ne pleurais pas. Je ne savais pas vraiment quelle émotion était censée venir en premier. Le lendemain matin, mon médecin me l'a confirmé, 8 semaines, un rythme cardiaque sain. Je me souviens d'avoir écouté ce battement minuscule à travers le moniteur. Il semblait incroyablement infime, mais d'une certaine façon plus fort que tout ce qui se passait dans ma vie. Pour la première fois depuis la découverte de sa liaison, j'ai ressenti de l'espoir. Puis la réalité m'a rattrapé. Marc devait le savoir, non pas parce que je voulais qu'il revienne, mais parce que cet enfant méritait la vérité. Je l'ai appelé. Il avait l'air agacé avant même que j'aie fini de dire bonjour. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois te dire quelque chose d'important. » Il a soupiré, « Ça peut attendre ?»« Non. Nous avons convenu de nous voir l'après-midi même dans un Panera Bread près du bureau de son avocat. Le même Panera où nous avions autrefois mangé une soupe au brocoli et au cheddar après avoir spending un samedi entier à chercher des meubles lorsque nous avions acheté notre première maison. C'est curieux de voir comment des lieux ordinaires deviennent des repères pour des souvenirs complètement différents. Marc est arrivé avec 10 minutes de retard. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il s'est assis en face de moi avec un gobelet en carton de café et a regardé sa montre. J'ai une autre réunion, je ne vais pas m'éterniser. Mes mains tremblaient. J'ai poussé l'enveloppe de l'autre côté de la table. À l'intérieur se trouvait la photo de l'échographie. Il ne l'a regardée qu'une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Je suis enceinte. Ses sourcils se sont levés, non pas d'enthousiasme, mais d'une légère surprise. Puis, chose incroyable, il a souri. Quel timing parfait. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il s'est adossé à sa chaise. Tu crois qu'un bébé va me faire rester ? Je l'ai dévisagé. Non, je pensais simplement que tu devais le savoir. J'ai poussé l'échographie un peu plus près. Il ne l'a même pas touchée. Garde-la. Ces 2 mots ont fait plus de dégâts que n'importe quel cri. J'ai avalé ma salive. Marc, tu ne comprends pas, non, m'a-t-il interrompu. C'est toi qui ne comprends pas. C'est fini pour moi. Je ne veux plus rien qui me lie à toi. Cette phrase a résonné dans ma tête. J'ai baissé les yeux vers la petite image floue. C'est ton enfant. Il a haussé les épaules. Et alors ? Ma gorge s'est serrée. Tu ne veux même pas savoir si c'est un garçon ou une fille ? Il a pris une dernière gorgée de café avant de se lever. Je m'en fiche. Puis il est parti. Tout simplement. Sans hésitation, sans regret, sans un regard en arrière. Je suis restée assise là, seule, jusqu'à ce que le café commence à se remplir pour le service du midi. Le divorce s'est poursuivi exactement comme Marc le souhaitait. Nos avocats ont échangé les documents. Son avocat a reconnu par écrit qu'il avait été informé de ma grossesse. Marc n'a jamais nié que le bébé était le sien. Il n'a jamais demandé de test de paternité. Il refusait simplement toute responsabilité. Lorsque les documents juridiques concernant les futurs droits et devoirs parentaux sont arrivés, il a signé chaque page qu'on lui présentait. Son avocat a dit plus tard au mien que Marc voulait une rupture nette. Cette expression m'est restée en tête, une rupture nette, comme si l'on pouvait effacer un enfant à coup de signature. Sophie est née 4 mois après que notre divorce a été prononcé. Marc n'est jamais venu à l'hôpital. Il n'a jamais appelé, n'a jamais envoyé de fleurs. Il n'a jamais demandé si elle était en bonne santé, combien elle pesait, ni même comment je l'avais appelée. Finalement, j'ai arrêté d'attendre. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que ma fille méritait une mère qui regarde devant elle plutôt que de fixer constamment une porte vide. J'ai longtemps cru que la partie la plus difficile de mon histoire était de devenir mère célibataire. Je me trompais. Le plus difficile a été d'apprendre à faire de nouveau confiance à la bienveillance. Pendant près d'1 an après la naissance de Sophie, mon univers est devenu minuscule, la maison, le pédiatre, l'épicerie, mes cours à temps partiel au Columbus State Community College, puis le retour à la maison. Chaque dollar comptait. Je corrigeais des copies après que Sophie s'était endormie dans son berceau. Je relisais des devoirs en ligne pour arrondir mes fins de mois après minuit. Certains matins,
je me réveillais avec l'impression d'avoir déjà accompli une journée complète de travail avant le petit déjeuner. Les gens s'imaginent souvent que quelqu'un finit par arriver et sauver magiquement la femme brisée. La vie ne fonctionne pas ainsi. La mienne ne l'a certainement pas fait. Daniel n'a jamais essayé de me sauver. En réalité, il s'est simplement montré présent, jour après jour. Je l'avais rencontré des années plus tôt lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants alors que j'étais encore marié à Marc. À l'époque, il n'était qu'un homme d'affaires de plus serrant des mains. Il possédait une entreprise d'ingénierie civile de taille moyenne à Columbus et croisait parfois la route de Marc dans le milieu professionnel local. Je me souvenais à peine de notre conversation. Visiblement, lui se souvenait de moi. Quelques mois après mon divorce, j'ai fait du bénévolat lors d'une collecte de livres de quartier pour des écoles primaires sous-financées. J'étais enceinte de 6 mois, portant des cartons trop lourds pour mon état. Laura. Je me suis retourné. Daniel était là, en jean, sweatshirt, des buquets et chaussures de chantier à la place de son costume d'affaires. Je me disais bien que c'était toi. Nous n'avons parlé que quelques minutes. Rien de séducteur, rien de gênant. Avant de partir, il a désigné les lourds cartons. Laisse-moi au moins porter cela. Je m'en occupe. Tu t'occupes de l'un d'eux, a-t-il souri en jetant un regard vers mon ventre. Les 20 autres sont pour moi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Quand l'événement s'est terminé, la neige s'est mise à tomber. L'Ohio a l'habitude de faire croire que l'hiver est fini avant de changer d'avis. Daniel a regardé ma vieille Honda Civic. Ses pneus ne sont pas très bons. Ils tiendront le coup. Je sais qu'ils le feront, a-t-il marqué une pause. Mais je dormirais plus tranquille si je te suivais jusqu'à chez toi. J'ai failli refuser. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Il a conduit derrière moi tout le long du trajet. Pas une seule fois il n'a essayé d'entrer. Il a simplement attendu que je déverrouille ma porte d'entrée en sécurité. Puis il m'a fait un signe de la main et est reparti. C'est d'ailleurs devenu une habitude. Au cours des mois suivants, nous avons continué à nous croiser de façon inattendue, au marché des producteurs de Worthington, à la bibliothèque publique du centre-ville, à un petit déjeuner de bienfaisance, à un festival d'art de quartier. Un après-midi, j'ai ri, Columbus doit être plus petite que dans mes souvenirs. Daniel a souri, soit ça, soit j'organise mes courses de manière exceptionnellement minutieuse. Je l'ai regardé. Es-tu en train d'avouer que tu espérais me croiser? J'imagine que oui. Sa franchise m'a désarçonné. Non pas parce qu'elle était agressive, car elle ne l'était pas. Il n'y avait pas de jeu, pas de réplique bien pensée, pas de pression, juste de l'honnêteté. Une semaine plus tard, nous partagions un café pendant que Sophie dormait dans sa poussette. J'ai décidé de le mettre en garde. Tu devrais savoir quelque chose. Je sais déjà pas mal de choses. Non, je veux dire les choses importantes. Je suis divorcé, j'ai un nouveau-né, je suis épuisé, fauché, et honnêtement, je suis encore en colère la plupart du temps. Daniel a remué son café en silence. Puis il a souri. Alors je ne te demanderai pas d'être autre chose. Je l'ai dévisagé. Personne ne m'avait jamais répondu ainsi. Il ne me demandait pas de guérir plus vite, de sourire davantage ou de passer à autre chose. Il acceptait simplement ma situation là où j'en étais. Avec le temps, j'ai appris autre chose. Des années plus tôt, lors de cette collecte de fonds pour l'hôpital, Daniel avait observé Marc passer la soirée à se vanter de ses nouveaux contrats commerciaux pendant que j'aidais discrètement les personnes âgées à trouver leur table et réconforter un petit garçon qui attendait une nouvelle séance de chimiothérapie. Plus tard cette nuit-là, quelqu'un avait dit à Daniel, c'est la femme de Marc Bennett. Daniel avait observé Marc depuis l'autre bout de la salle. Sa seule pensée avait été, cet homme n'a aucune idée de la chance qu'il a. Aucun de nous ne savait alors qu'un jour Marc jetterait aux orties la vie même qu'un autre homme admirait en silence. Quand les gens entendent des histoires comme la mienne, ils s'imaginent généralement qu'à partir du moment où j'ai rencontré Daniel, tout est devenu facile. Ce ne fut pas le cas. L'amour peut arriver en douceur, mais la confiance demande beaucoup plus de temps, surtout après que quelqu'un vous a appris que les promesses peuvent s'évanouir du jour au lendemain. Sophie est née un mardi matin pluvieux, à la fin du mois d'octobre. Le travail a duré près de 11 heures. Daniel n'était pas dans la salle d'accouchement. Il n'était pas mon mari, il n'était même pas officiellement mon compagnon à l'époque.
Il a passé ses 11 heures assis sur une chaise en plastique inconfortable devant la maternité avec ma jeune sœur Rachel, à lire de vieux magazines et à boire le détestable café du distributeur. Rachel m'a raconté plus tard que chaque fois qu'une infirmière ouvrait les portes, Daniel se levait. À chaque fois. Quand je me suis enfin réveillé après l'accouchement, épuisé et encore embrumé par les médicaments, Daniel était assis tranquillement près de la fenêtre. Il s'est levé immédiatement. Je n'étais pas sûr qu'il me laisserait entrer. Ils ont fini par abandonner la discussion. J'ai ri faiblement. « Qu'est-ce que tu as dans les mains ?» Il a eu l'air embarrassé. « Un sandwich. » J'ai regardé le sachet en papier. La cafétéria avait environ 30 choix différents. J'ai paniqué, alors la dinde m'a semblé être une valeur sûre. J'ai pris une bouchée. Il était froid. Le café qu'il avait acheté était encore pire. J'ai fait une grimace. Daniel a semblé horrifié. « C'est si mauvais que ça ? C'est le pire café que j'ai bu de ma vie. » Pendant une seconde, nous avons tous les deux ri si fort qu'une des infirmières a passé la tête par la porte pour vérifier que tout allait bien. C'était mon premier rire sincère depuis des mois. La vie qui a suivi n'a pas été un conte de fées. Loin de là. J'ai repris l'enseignement à temps partiel au Columbus State Community College plus tôt que je ne l'aurais souhaité, car les factures n'attendent pas que les cœurs brisés guérissent. Pendant la journée, je donnais des cours d'introduction à la gestion. La nuit, je corrigeais des devoirs en ligne après l'endormissement de Sophie. Daniel m'aidait chaque fois que je le lui permettais. Cette dernière précision avait son importance, chaque fois que je le lui permettais. Un samedi matin, ma vieille Honda a refusé de démarrer sur le parking de Crozet. J'ai appelé l'assistance routière. 1 heure plus tard, Daniel est arrivé. « Tu as appelé l'assistance ?» « Oui. »« Moi aussi. » J'ai froncé les sourcils. « Je ne t'ai rien demandé. »« Je sais, » a-t-il souri en ouvrant le capot. « Je me suis dit que ta journée avait probablement été assez difficile comme ça. » La batterie était morte. Le temps que je finisse mes courses, il avait déjà payé le remplacement. J'étais furieuse. « Tu n'as pas à régler ma vie à ma place. » Les gens dans le parking se sont retournés pour regarder. Daniel est resté calme. « Je n'essayais pas de régler ta vie. J'essayais simplement de rendre ta journée un peu moins pénible. Tu aurais dû me demander. » « Tu as raison. Je suis désolé. » Il ne s'est pas disputé, ne m'a pas rappelé combien d'argent il avait dépensé, ne s'est pas comporté comme si je lui devais quoi que ce soit. En rentrant chez moi cet après-midi-là, j'ai réalisé une chose désagréable, ce n'était pas sur Daniel que je criais. Je criais sur Marc. Daniel se tenait simplement là où mes anciennes peurs l'avaient placé. Cette prise de conscience m'a fait mal. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé une thérapie. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que je voulais arrêter de punir des gens bien pour les choix de quelqu'un d'autre. Daniel avait ses propres craintes. Un soir, après que Sophie se fût enfin endormie, il m'a avoué à voix basse une chose qu'il ne m'avait jamais dite: quand ma femme est morte, je me suis promis de ne plus jamais aimer quelqu'un aussi profondément. Ça faisait trop mal. Il a baissé les yeux vers sa tasse de café. Et puis je t'ai rencontré. Je suis terrifié depuis ce jour. Cette honnêteté a changé quelque chose entre nous. Aucun de nous n'essayait de sauver l'autre. Nous étions simplement 2 personnes portant des deuils différents. Quand Sophie a eu 8 mois, elle a développé une pneumonie. L'hôpital l'a gardée pour la nuit. Daniel a dormi sur une chaise à côté de son berceau pendant 2 nuits, non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce qu'il ne pouvait imaginer être ailleurs. Des mois plus tard, Sophie apprenait à parler. Un après-midi, elle a tendu les 2 bras vers Daniel. « Papa. » Il s'est figé. Sans théâtralité, il a simplement cligné des yeux plusieurs fois avant de se diriger calmement vers la cuisine. Je l'ai trouvé debout, seul, en train d'essuyer ses larmes. « Je suis désolé, » a-t-il chuchoté. « Je ne voulais pas que tu penses que j'essayais de remplacer qui que ce soit. » Je l'ai pris dans mes bras. Près de 2 ans après la naissance de Sophie, Daniel m'a demandé en mariage. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de restaurant coûteux, juste nous 3 assis sur une couverture à Highbanks Metro Park pendant que Sophie poursuivait des écureuils bien plus rapides qu'elle. Daniel a pris une grande inspiration: « Je ne peux pas effacer ce qui t'est arrivé. Je ne peux pas réécrire ton passé.
Mais si tu me le permets, j'aimerais passer le reste de ma vie à vous aimer toutes les deux. Non pas parce que vous avez besoin d'être sauvés, mais parce que vous êtes devenue la meilleure partie de la mienne. J'ai pleuré avant de répondre « oui ». 4 ans plus tard, nous nous retrouvions au mariage de ma cousine Émilie. Seulement, cette fois, je n'étais plus la femme effrayée qui se demandait si elle serait un jour assez bien pour quelqu'un. J'étais l'épouse de quelqu'un, la mère de quelqu'un, et plus important encore, je m'appartenais enfin. Après le dîner, les invités se sont dispersés à l'extérieur pendant que l'orchestre se préparait pour le bal. Les enfants couraient après des bulles sur la pelouse. Les couples plus âgés étaient assis sous des tentes blanches, buvant du café au lieu du champagne. Daniel montrait à Sophie comment faire des ricochets sur la petite mare à côté de la grange. Je me tenais seul un instant, profitant de la fraîcheur de la soirée d'automne. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Laura. Je me suis retourné. Marc. Il n'avait plus l'air en colère, il semblait perplexe. Il a de nouveau jeté un coup d'œil vers Daniel et Sophie avant de parler. Elle a vraiment 4 ans? Oui, 4 ans et 3 mois. Il s'est frotté la nuque. L'assurance qu'il affichait plus tôt s'était envolée. Finalement, il a posé la question dont nous connaissions déjà tous les deux la réponse. Est-ce qu'elle est de moi? Je n'ai pas haussé la voix, cela ne servait à rien. Tu le sais déjà. Je veux juste. Il s'est arrêté. J'ai besoin de te l'entendre dire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu savais que j'étais enceinte. Tu savais exactement quand je l'étais devenue. Tu as signé chaque document. Tu ne t'es pas posé la question une seule fois pour savoir si elle était de toi. Marc a baissé les yeux vers l'herbe. Je ne réfléchissais pas correctement. Non, tu ne pensais à personne d'autre qu'à toi-même. Un lourd silence s'est installé entre nous. Finalement, il a chuchoté, j'ai fait des erreurs. J'ai failli rire. Des erreurs? Tu as oublié un anniversaire un jour. Tu t'es trompé de cadeau. Tu as percuté la boîte aux lettres par accident avec la voiture. Abandonner ta fille avant sa naissance n'était pas une erreur. C'était une décision. Avant qu'il ne puisse répondre, Daniel et Sophie sont revenus vers nous. Sophie a couru droit vers Daniel. Papa, je veux du gâteau maintenant. Daniel a souri. Je croyais qu'on en avait déjà parlé, mais le gâteau de mariage compte comme un dîner. Il m'a regardé. Qu'en penses-tu, maman? J'ai haussé les épaules de façon théâtrale. C'est un argument très convaincant. Sophie a souri d'un air victorieux. Je le savais. Daniel a ri. D'accord, juste une petite part. Les invités à proximité souriaient en écoutant la conversation. C'était si ordinaire, si naturel. Marc observait chaque seconde, la façon dont Daniel essuyait le glaçage sur la joue de Sophie avant même qu'elle ne s'en aperçoive, la façon dont il avait déjà un élastique à cheveux de rechange autour du poignet parce qu'il savait que la danse défrait sa queue de cheval. La façon dont Sophie cherchait sa main sans même regarder, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce que c'est ce que font les enfants lorsqu'ils se sentent en sécurité. Kristen s'est approchée silencieusement de Marc. Elle aussi avait observé la scène. Sa voix était assez basse pour que seuls nous trois puissions l'entendre, tu savais que Laura était enceinte. Marc n'a pas répondu. Kristen a continué, moi aussi. Sa tête s'est tournée brusquement. Tu n'as jamais rien dit. Je n'avais pas à le faire. Tu étais assis en face d'elle quand elle te l'a annoncé. Tu as entendu exactement la même chose que moi. Marc a semblé recevoir une gifle. Pendant des années, il s'était apparemment convaincu que quelqu'un d'autre devait partager la responsabilité de ses actes. Kristen refusait de lui offrir cet échappatoire. Quelques minutes plus tard, Marc s'est lentement approché de Sophie. Il s'est agenouillé prudemment. « Salut, ma puce. Je t'ai apporté quelque chose. » Il a fouillé dans sa poche et a sorti un chocolat emballé. Sophie l'a regardé, puis elle m'a regardé. « Maman. » J'ai souri doucement. « Qu'est-ce qu'on fait d'abord ?» Elle a hoché la tête immédiatement. « On demande. »« Est-ce que je peux la voir ?» Pas avant le dîner, s'est-elle tournée de nouveau vers Marc. « Non, merci. » Puis elle est retournée en courant vers Daniel sans y penser davantage. Marc est resté à genoux pendant plusieurs secondes, tenant toujours le chocolat dans sa main.
Personne n'avait appris à Sophie à le rejeter. Elle ne le connaissait tout simplement pas. En le regardant la fixer, j'ai réalisé quelque chose. Le sang explique d'où vient un enfant. Il n'explique pas qu'il a bordé dans son lit pendant les orages, qui est resté éveillé toute la nuit quand elle avait une pneumonie, ni qui savait qu'elle réclamerait toujours un supplément de glaçage avant même de mordre dans sa part de gâteau. Ces choses appartenaient à Daniel, et elles lui appartiendraient toujours. Marc n'a pas disparu de la circulation après le mariage. D'une certaine manière, cet après-midi-là l'avait changé. D'une autre, cela l'avait simplement forcé à affronter une vérité qu'il fuyait depuis des années. Durant la première semaine, j'ai ignoré chaque appel téléphonique. Il y en a eu 12, puis 18, puis message vocal sur message vocal. Laura, s'il te plaît. Nous devons parler. Je mérite de connaître ma fille. Chaque message semblait plus désespéré que le précédent. Je n'étais plus en colère, j'étais fatigué. Un soir, alors que Sophie s'était endormie, j'étais assise à la table de la cuisine à écouter un autre message vocal. Daniel a doucement posé une tasse de thé à côté de moi. Tu n'es pas obligé de lui répondre. Je sais. Si tu le fais, a-t-il marqué une pause, fais-le pour Sophie, pas pour lui, ni pour moi. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'aimais Daniel. Il n'essayait jamais de s'imposer. Il essayait simplement de faire ce qui était juste. Après y avoir réfléchi pendant quelques jours, j'ai accepté une rencontre, dans un parc public, un samedi matin, pour 30 minutes. J'ai envoyé 4 conditions par SMS à Marc. Ne te donne pas le titre de père. Ne la touche pas à moins qu'elle ne vienne vers toi. N'apporte pas de cadeaux coûteux. Daniel sera présent. Il a accepté immédiatement. Nous nous sommes retrouvés au Sharon Woods Park. Sophie courait après les canards près de la mare tandis que Daniel marchait à ses côtés. Marc est arrivé dans une voiture de sport noire flambant neuve. Avant même qu'il n'en sorte, j'ai remarqué la boîte cadeau démesurée posée sur le siège passager. On repassera pour le respect des consignes. Il a apporté une poupée interactive coûteuse qui valait probablement plus cher que tous les jouets de Sophie réunis. Il s'est agenouillé devant elle. « Salut, ma puce. Je t'ai apporté quelque chose. » Sophie a regardé la boîte, puis elle m'a regardé. Finalement, elle a chuchoté, « C'est qui, ce monsieur ?» Mon cœur s'est serré, non pas parce qu'elle le rejetait, mais parce qu'elle ne le connaissait vraiment pas. Je me suis agenouillé près d'elle. Il s'appelle Marc. Maman l'a connu il y a très longtemps. Les épaules de Marc se sont crispées. Il a ouvert la bouche. En fait, je l'ai regardé. Pas maintenant. Il l'a refermée. Il a quand même tendu la poupée à Sophie. Elle ne l'a pas prise. Au lieu de cela, elle a reculé jusqu'à se tenir contre la jambe de Daniel. Marc a forcé un sourire. Tu peux la prendre. Sophie a secoué la tête poliment. Non, merci. Daniel a doucement posé une main sur son épaule. Tu n'es pas obligé d'accepter ce dont tu ne veux pas, la patience de Marc a commencé à s'effriter. Je veux juste lui parler. Tu le peux, ai-je répondu, mais c'est elle qui décide de la distance à laquelle elle se sent à l'aise. Il a fait un pas de plus. Sophie a immédiatement enroulé ses 2 bras autour de la jambe de Daniel. Papa. Sa voix tremblait. Daniel s'est baissé et l'a prise dans ses bras sans un mot. Elle a enfoui son visage contre son épaule. Marc est resté figé. Puis il m'a regardé. Tu l'as monté contre moi. J'ai secoué la tête. Non, elle a 4 ans. Elle ne te déteste pas. Elle ne te connaît pas, c'est tout. Cette phrase a fait plus de dégâts que je ne l'aurais voulu, parce qu'elle était vraie. Les enfants ne naissent pas avec de la rancœur. Ils ne reconnaissent que les personnes qui sont présentes. Marc a de nouveau regardé Sophie. Je veux juste une autre chance. Je le croyais. Je savais aussi une chose qu'il n'avait toujours pas acceptée, une chance ne se demande pas à un enfant de 4 ans. Elle se mérite, un jour ordinaire après l'autre. Au cours des semaines suivantes, il a essayé. Il est venu au spectacle de printemps de l'école maternelle de Sophie. Malheureusement, il est arrivé avec 20 minutes de retard parce qu'une réunion de travail s'était prolongée. Il s'est glissé discrètement au dernier rang alors que les enfants chantaient. Sophie était sur scène avec des ailes de papillon en papier.
Dès que la chanson s'est terminée, tous les enfants ont cherché leur famille du regard. Sophie a immédiatement repéré Daniel. Là. Elle a agité ses deux mains avec enthousiasme. Daniel lui a rendu son salut de la même manière. Elle n'a pas regardé une seule fois vers Marc. Après le spectacle, un petit garçon a tiré sur la manche de Marc. « Vous êtes le grand-père de Sophie ?» Marc a cligné des yeux. « J'ai 50 ans. » Le garçon a haussé les épaules. « Ah !» Puis il est parti en courant. Daniel a failli sourire mais s'est retenu. Marc fixait le sol. Quelques instants plus tard, il a dit doucement « Elle devrait savoir qui je suis. » Daniel a répondu calmement « Elle le saura. Quand Laura estimera qu'elle est assez grande pour comprendre. » Il a marqué une pause. « Mais savoir qui tu es ne changera pas qui tu as choisi de ne pas être. » Marc n'a pas répliqué. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait rien à ajouter. La première tentative de Marc de faire partie de la vie de Sophie a échoué. Sa deuxième tentative a échoué également. Non pas parce que Laura ou Daniel lui faisaient obstacle, mais parce que 4 années d'absence ne pouvaient pas se réparer avec des jouets, des visites surprises ou de bonnes intentions arrivées des années trop tard. Kristen a remarqué ce changement avant tout le monde. Au début, elle l'a toléré. Elle écoutait Marc parler de Sophie pendant le dîner. Elle le regardait fixer les pères qui poussaient des chariots de course avec leurs enfants chez Costco. Elle le regardait se figer chaque fois qu'il entendait une petite fille appeler quelqu'un papa. Finalement, elle a posé sa fourchette un soir et a posé la question qu'aucun d'eux ne voulait entendre, « Est-ce que Laura te manque ? Ou est-ce que c'est la vie que tu as rejetée qui te manque ?» Marc a semblé offensé. « Ce n'est pas juste. » Si. Kristen s'est adossée à sa chaise. « Tu t'en fichais quand Laura était enceinte. Tu t'en fichais quand Sophie est née. Tu t'en es fiché pendant 4 ans. Alors, qu'est-ce qui a changé ?» Marc n'a pas répondu parce qu'il le savait enfin, rien n'avait changé chez Sophie, c'était lui qui avait changé. Pendant des années, il s'était imaginé qu'il pouvait devenir père quand il le déciderait. À présent, il comprenait que la paternité ne l'avait pas attendu. Elle s'était construite sans lui. Leur mariage a commencé à battre de l'aile presque immédiatement. Marc a reproché à Kristen d'avoir encouragé leur liaison. « Tu aurais pu m'arrêter. » Kristen a ri amèrement. « Je n'étais pas ta conscience. Tu as fait tes propres choix. Tu as quitté ta femme. Tu as ignoré l'échographie, et tu as dit que tu t'en fichais. » Sa voix s'est adoucie. « Ne réécris pas l'histoire maintenant sous prétexte que ça te fait souffrir. » 3 mois après le mariage d'Emily, le 5e anniversaire de Sophie est arrivé. Daniel et moi avions loué une petite salle aux eaux de Columbus. Rien d'extravagant, juste les grands-parents, les cousins, des ballons, de la pizza, un gâteau d'anniversaire et une poignée de copains de l'école maternelle. Exactement le genre d'anniversaire que Sophie adorait. Je n'avais pas invité Marc. Vers le milieu de la fête, je l'ai vu marcher vers nous. Derrière lui roulait un 4x4 électrique pour enfants orné d'un énorme ruban rouge. Plusieurs parents se sont retournés pour regarder. Mon estomac s'est serré. Daniel s'est approché en silence pour se tenir près de moi. Aucun de nous n'a parlé. Marc a souri nerveusement. Je voulais juste lui faire une surprise. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas convenable. Je suis son père. Le ton est monté. Plusieurs membres de la famille ont cessé de parler. Même les enfants sentaient que quelque chose n'allait pas. Sophie semblait perdue. Elle a cherché la main de Daniel. Marc a désigné la petite voiture électrique. J'ai acheté ça pour ma fille, Laura. Tu m'as caché ma fille. Pendant un instant, personne n'a parlé. J'ai lentement glissé ma main dans mon sac. À l'intérieur se trouvait une copie soigneusement pliée de documents que je conservais depuis des années. Non pas parce que j'espérais me venger, mais parce que je m'étais promis de ne jamais oublier la vérité. Je les lui ai tendus. Tu reconnais ça ? Il les a dépliés. Sa propre signature s'est affichée sous ses yeux, le consentement à l'adoption, la confirmation qu'il avait reçu l'avis de ma grossesse, les documents qu'il avait signés parce que, selon ses propres termes, il voulait que tout cela disparaisse. J'ai parlé assez bas pour que Sophie ne puisse pas m'entendre. Tu savais où nous habitions. Tu avais mon numéro de téléphone. Tu savais le jour de sa naissance.
Tu as reçu chaque notification légale. On ne t'a pas tenu à l'écart. C'est toi qui es parti. Marc a tenté de m'interrompre. Je ne l'ai pas laissé faire. Tu as regardé ta fille qui n'était pas encore née et tu as dit. J'ai pris une lente inspiration. Garde-la. Je ne veux plus rien qui me lie à toi. Silence. Un silence de plomb. Kristen, qui l'avait suivi à la fête, l'a regardé sans aucune compassion. Ne me regarde pas comme ça, a-t-elle dit. Ce sont tes propres mots, ai-je continué. Personne t'a volé ta fille. Personne n'a effacé ton existence. Tu as laissé des pages blanches dans sa vie. J'ai regardé vers Daniel. Et un autre homme a rempli ces pages. Il les a remplies d'histoires avant de s'endormir, de visites chez le médecin, de spectacles d'école, de cauchemars, de bougies d'anniversaire, de genoux écorchés et de milliers de jours ordinaires. Marc a regardé Sophie. Sa voix s'est brisée. Sophie. Je suis ton papa. Avant que je ne puisse réagir, Sophie a serré la main de Daniel et a levé les yeux vers lui. Papa, on peut aller voir les girafes maintenant? Daniel a souri doucement. Dans une minute, ma puce. Puis il s'est tourné vers Marc. Être son père biologique explique d'où elle vient. Cela n'explique pas où tu étais. J'ai pris la main de Sophie. Daniel a pris le gâteau d'anniversaire. Ensemble, nous sommes retournés à la fête. Derrière nous, Marc est resté seul à côté d'un jouet dont aucun enfant ne voulait. Les mois qui ont suivi l'anniversaire de Sophie ont été plus calmes que je ne l'espérais, non pas parce que tout s'était réglé par magie, mais parce qu'il n'y avait plus de sujet de discorde. La vérité avait enfin été formulée à haute voix. Marc a arrêté d'appeler tous les jours. Au lieu de cela, toutes les quelques semaines, une enveloppe arrivait. Généralement, elle contenait une carte d'anniversaire. Parfois une carte postale d'un voyage d'affaires. Une fois, il y eut un petit livre pour enfants avec un mot écrit à la main à l'intérieur, « J'espère qu'un jour nous pourrons lire ceci ensemble. » Laura, je n'ai jamais jeté ces cartes. Mais je ne les ai pas non plus imposées à Sophie. Je les ai rangées dans une petite boîte à souvenirs dans mon placard. Un jour, elle serait assez grande pour décider de ce que ces lettres signifiaient pour elle. Ce choix lui appartenait, ni à moi, ni à Marc. La vie a repris son cours ordinaire. Daniel conduisait Sophie à la maternelle chaque matin parce qu'elle soutenait qu'il faisait de meilleurs pancakes que moi. Ce n'était pas le cas, il la laissait simplement verser trop de pépites de chocolat dans la pâte. Les samedis matins étaient réservés aux courses chez Costco. Les dimanches après-midi étaient consacrés à la visite chez ma mère ou à nourrir les canards avec Sophie à Inniswood Metro Gardens. Rien dans notre vie ne ferait jamais la une des journaux, et j'adorais ça. Après tout ce que nous avions traversé, la simplicité était devenue ma forme de bonheur préférée. Un après-midi, près de 6 mois après la fête d'anniversaire, Marc m'a demandé si nous pouvions nous voir seuls. J'ai failli refuser. Finalement, j'ai accepté de prendre un café. Même panera, même table d'angle. L'ironie de la situation n'a échappé à aucun de nous. Il paraissait plus vieux, pas de façon spectaculaire, juste fatigué. Il avait plus de cheveux gris sur les tempes. L'assurance qui entrait autrefois dans chaque pièce avant lui s'était discrètement évanouie. Il a posé quelque chose sur la table, un album photo vide. J'ai acheté ça. Je l'ai regardé. Il est magnifique. Je me disais, a-t-il hésité? Peut-être que Sophie et moi pourrions commencer à nous créer des souvenirs. Pendant un lourd moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai répondu sincèrement, j'espère qu'un jour vous le pourrez. Mais tu dois d'abord comprendre une chose, tu n'essaies pas de construire une relation avec un bébé. Tu essaies de mériter la confiance d'une petite fille qui a déjà été aimée chaque jour de sa vie. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Non, ai-je dit doucement. En sortant, j'ai remarqué un père qui apprenait à sa fille à faire du vélo sur le parking. La petite fille a vacillé, a ri, puis a fini par tomber dans l'herbe. Son père s'est précipité immédiatement. Ça va? Elle a hoché la tête. Marc les a regardés pendant un long moment. J'ai manqué tout ça. Il ne demandait pas de compassion, il énonçait simplement un fait. Oui, ai-je répondu doucement. C'est vrai. 1 an plus tard, Kristen l'a quitté.
Non pas parce qu'elle était soudain devenue une meilleure personne, mais parce qu'elle avait fini par réaliser une chose que je savais déjà, leur mariage avait été construit sur l'excitation, pas sur la force de caractère, sur le secret, pas sur la confiance. En s'en allant, elle lui aurait dit « Je ne te manque pas. Même Laura ne te manque pas. Ce qui te manque, c'est la famille que tu as jetée aux orties. » Elle avait raison. Marc est resté dans la grande maison dont il se vantait tant. La cuisine était magnifiquement rénovée. Le garage abritait une voiture plus récente que celle que Daniel et moi ne posséderions probablement jamais. Tout était impeccable, tout était calme. Trop calme. Il m'a confié un jour que le silence était devenu insupportable. Non pas parce que la maison était vide, mais parce qu'il comprenait enfin ce qui aurait dû la remplir, des rires d'enfants, des discussions avant d'aller au lit, de petites chaussures près de la porte d'entrée, des dessins au crayon scotché sur le réfrigérateur. Aucune de ces choses ne lui avait été volée. C'est lui qui les avait troquées. Aujourd'hui, Sophie est assez grande pour savoir que Marc est son père biologique. Elle comprend ce que cela signifie. Elle comprend aussi une chose plus importante, l'amour ne se mesure pas à l'ADN. Il se mesure à la présence de ceux qui restent. Elle l'appelle toujours Monsieur Marc, toujours poliment, toujours gentiment. Elle appelle toujours Daniel papa, non pas parce que quelqu'un lui a appris à le faire, mais parce que c'est ce qu'il a toujours été pour elle. Les gens me demandent parfois si j'ai fini par me venger. Je souris généralement, car la vengeance n'était pas de voir Marc s'isoler dans la solitude. La vengeance n'était pas de voir son mariage s'effondrer. La vengeance n'était pas de lui prouver qu'il avait tort. La plus grande des justices est arrivée bien plus discrètement, c'était de regarder ma fille grandir entourée du genre d'amour que j'avais cru ne plus jamais trouver. Peut-être que Dieu n'a jamais refusé de famille à Marc. Peut-être qu'il en avait placé une juste devant lui des années auparavant. Marc était simplement trop occupé à courir après une autre vie pour reconnaître le miracle qu'il avait déjà.